Chers collègues de Reims, cher Panayotis Lavas, je ne viens pas très souvent à Reims, mais toujours avec plaisir et toujours pour voir le GSMA. Et aujourd'hui, c'est avec encore plus de joie pour la remise de votre médaille de bronze. Donc cette médaille récompense vos travaux dans le domaine de la planétologie et plus précisément tous vos travaux de modélisation des processus physiques et chimiques à l'œuvre dans l'évolution de l'atmosphère des planètes. Vous avez déjà à votre actif une quarantaine de publications et dans le titre de celle-ci, le nom de Titan, la belle lune orange de Saturne, apparaît plus de 30 fois. C'est carrément une obsession, un leitmotiv. Une lune qui a été découverte par Huygens, le grand physicien hollandais, en 1655. Titan, c'est donc tout un mythe, le frère aîné de Saturne, tous deux des géants, fils d'Uranus, le ciel, et de Gaïa, la terre. Titan est entouré d'une atmosphère épaisse, froide et dense, et elle en a fait un satellite un peu mystérieux, obscurci par des brumes orangées, et dont la découverte, en fait, n'a vraiment commencé qu'avec les missions spatiales. Par exemple, on a découvert le diamètre exact de Titan qu'après l'exploration par la sonde Voyager 1 en 1980, et on l'a détrôné du titre le plus gros satellite du système solaire au profit de Ganymède, un satellite de Jupiter. Et en fait, l'erreur faite sur son diamètre était précisément due à cette atmosphère très dense. Et de Titan, c'est cette atmosphère que vous étudiez avec tant de ferveur, cette atmosphère qui est composée en très grande majorité d'azote, comme l'atmosphère terrestre, alors que par contre, les nuages, les tempêtes, les rivières, les océans de Titan, eux, sont composés non pas d'eau, mais de méthane. Et un des points forts de vos études, c'est la compréhension de la formation de ces brumes à partir de la formation d'aérosols, de grains de poussière, de nuages, à partir des processus d'ionisation de ces molécules d'azote et de méthane, de la formation de grosses molécules d'hydrocarbures, et à partir de la prise en compte des interactions qui ont lieu entre les molécules et les espèces qui sont chargées dans l'ionosphère. Donc il y a presque 20 ans a été lancée la mission Cassini-Huygens, qui est la première mission consacrée entièrement à l'exploration de Saturne et de ses lunes. Et il y a 10 ans que Huygens, l'atterrisseur, s'est posé sur Titan, alors que Cassini, l'orbiteur, continuait d'étudier Saturne et Titan. Et ils avaient pour mission de déterminer la composition de l'atmosphère, de rechercher des molécules complexes, d'étudier les processus d'ionisation, les réactions chimiques dues aux photons, la formation des aérosols, les scénarios de formation et d'évolution de Titan et de son atmosphère. Bref, on retrouve dans les missions de Cassini-Huygens tous les mots-clés de vos publications. Et c'était un autre point fort de votre parcours que je voulais souligner, que la mise en œuvre dans vos travaux de cette complémentarité qui existe entre les travaux qui sont effectués en laboratoire et les observations spatiales. La comparaison des résultats de modélisation et des résultats d'observation qui permet de valider et de contraindre des modèles, et réciproquement qui est aussi indispensable pour comprendre les observations. Vous êtes un des rares Européens qui soit membre scientifique de la mission Cassini-Huygens, ce qui donne des atouts majeurs à vos travaux en vous donnant un accès direct aux résultats des observations pour 2 des 12 instruments de la mission. Et allant un peu de pair avec ça, je voudrais souligner aussi votre dimension internationale, la reconnaissance internationale de vos travaux, les nombreuses collaborations que vous avez déjà avec différents groupes aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Australie. Je n'ai pas tout dit. Je n'ai pas dit que dans les titres de vos publications, à côté de Titan, il y avait aussi HD 20 98 58b. Certes, c'est un petit peu moins mythique, mais tout aussi passionnant que Titan. Une autre planète géante, encore des géants. Une exoplanète, cette fois, qui est en dehors du système solaire, qui tourne autour d'un soleil dans la constellation de Pégase. Et c'est une des premières exoplanètes, donc en dehors du système solaire, dont l'atmosphère a été caractérisée. Donc atmosphère, on comprend bien pourquoi vous vous êtes intéressé aussi à HD 20 94 58b. Vous avez aussi contribué aux études de grains, de poussière, à leurs interactions avec les molécules pour la fameuse comète 67P Churyumov-Gerasimenko de la mission Rosetta. Et tous ces exemples, non pas pour être exhaustifs dans tout le travail que vous avez effectué, mais plutôt pour souligner la portée très générale du type d'études que vous faites, de vos études, et les applications nombreuses qui existent pour les atmosphères en tout sens, en tout genre que l'on peut trouver dans l'espace.
Sur la quarantaine de publications que vous avez, une bonne moitié avec le GSMA. Et c'est encore un point fort que je voulais souligner, c'est l'intégration entre vos propres recherches, car vous étiez déjà un chercheur confirmé en entrant au CNRS en 2011, puisque vous êtes rentré CR1, avec un début de carrière en Grèce, aux États-Unis, et les recherches menées au GSMA. Il aura échappé à personne que le GSMA n'est pas le plus grand laboratoire du monde, le plus grand laboratoire du CNRS, ni même le plus grand laboratoire de l'INP, mais néanmoins, le GSMA est bel et bien un laboratoire extrêmement dynamique, avec une très belle visibilité internationale, avec beaucoup d'excellentes activités qui y sont développées dans le domaine de la spectrométrie moléculaire, dans le domaine de l'aéronomie. Et je me dis parfois en raccourci, avec des bulles et des ballons. Je veux dire par là, avec des applications de la physique moléculaire, de la spectroscopie et de la réactivité moléculaire, là où on les attend en physique de l'atmosphère, troposphère, stratosphère, ionosphère, gaz à effet de serre, et aussi là où on les attend moins, comme dans le Champagne, mais aussi dans de nombreux développements technologiques autour des lasers à cascade quantique, par exemple, des systèmes de détection ultrasensibles, et autour de plein de développements d'instruments à embarquer. Et donc, même s'il est vrai que naturellement vos thématiques et aussi votre dynamisme, je dirais, rencontraient parfaitement bien celle du GSMA, on peut relever tout particulièrement cette synergie et cette bonne intégration qui a fait que dès votre arrivée, à la fois vous avez entraîné des chercheurs du GSMA dans vos projets et à la fois vous avez aussi été partie prenante des projets des chercheurs du GSMA. Le dernier point que je voulais souligner ici est celui de l'interdisciplinarité. Elle est ici à l'œuvre sous de multiples facettes. En premier lieu, l'interdisciplinarité est à l'œuvre dans votre activité même, comme dans beaucoup de celles du GSMA, une interface à la fois entre la physique, la chimie, les sciences de l'univers. Et une fois encore, vos compétences dans l'ensemble de ces facettes, votre intégration dans la mission Cassini-Huygens, vous donne des compétences interdisciplinaires que tous les modélisateurs d'atmosphère n'ont pas forcément à ce niveau. En second lieu, l'interdisciplinarité est à l'œuvre dans le laboratoire, bien sûr de la façon dont il mène ses activités, mais aussi de la façon dont il attire les chercheurs au CNRS dans les sections 4, 19, récemment 17. Et enfin, votre recrutement, votre médaille, se place dans une section de l'INSU, l'Institut national des sciences de l'univers, pour un laboratoire géré en principal par l'INP, l'Institut de physique du CNRS. Et donc, c'est un peu l'interdisciplinarité à l'œuvre au CNRS, car la science ne connaît heureusement pas de frontières, qu'elles soient disciplinaires ou institutionnelles, et le CNRS également essaye de dépasser ses propres frontières, et y réussit. Voilà, donc la transition est toute trouvée pour l'intervention de ma collègue de l'INSU, et je voudrais juste vous féliciter à nouveau pour toutes les qualités de vos travaux, pour toutes vos qualités qui vous ont fait être distingués aujourd'hui par la médaille de bronze du CNRS.